accueillir deux invités de marque qui vont nous parler de décarbonation dans le milieu de la santé et comment soigner durablement. Moi, je voulais vous dire juste deux petites choses, en fait, puisqu'on accompagne l'AJAR depuis quelques mois sur les enjeux d'éco-responsabilité. Et on a essayé de faire notre part pour essayer de réduire notre empreinte carbone de cet événement. Vous le savez, tout événement a un impact à la fois sur l'environnement, sur nos sociétés, sur l'économie. Et aujourd'hui, pour produire un événement comme celui-là, eh ben, on a dû vous faire déplacer, prendre des prestataires de services, vous nourrir, et tout ça, ça a des incidences. Alors on a essayé de faire notre part, comme on dit, pour faire mieux, pour réduire notre empreinte, et on a décidé de prendre 30 engagements pour devenir un événement éco-engagé. Alors c'est qu'un début, oui, mais c'est les premiers pas pour faire mieux demain. Je ne vais pas vous citer les 30 engagements, on a pris des enjeux sur à la fois les transports, sur la restauration, la communication, la gestion du tri, mais je vais vous en citer qu'un seul. On a décidé de faire une charte de restauration durable, par exemple, pour trouver des partenaires, des prestataires pour travailler à nos côtés, et qui cochaient un certain nombre de cases. Ces cases, c'est à la fois d'avoir un approvisionnement en local, choisir des produits de saison, faire que du circuit court et d'avoir de l'ultra frais. Je vous cite un exemple, peut-être que ce matin vous avez croisé Colline et Sarah de Graines de Toast. Colline et Sarah sont deux sœurs qui viennent de Lille et qui sont dans cette démarche, qui ont un food truck et qui ont décidé d'avoir un engagement sur tous les aspects restauration et qui nous accompagnent sur ce dossier-là. Voilà, il y a une multitude de leviers qu'on peut actionner pour être meilleur et plus durable demain. Maintenant, c'est aussi de votre responsabilité à vous, parce que vous êtes partie prenante de cet événement. Donc, n'hésitez pas à nous faire des remontées d'informations. Et juste après cette édition 2021 de We Are, on vous enverra un petit questionnaire aussi pour vous demander des informations. Voilà, on n'est pas la DST, ni la CIA, mais on a besoin d'informations, parce qu'on parlera peut-être de bilan carbone tout à l'heure avec nos deux invités. Mais voilà, on a besoin d'avoir des informations, savoir d'où vous venez, comment vous êtes venu, où est-ce que vous logez pour être un peu meilleur sur les années à suivre. Donc je vais laisser la parole tout d'abord à Laurie Marot du think tank Shift Project et ensuite Olivier Thomas du comité pour le développement durable en santé viendra nous parler. Merci à vous. C'est bon. Bonsoir à tous. C'est un peu impressionnant ce jingle, hein, donc je vais essayer de me remettre les idées en place. Je vous remercie déjà d'être présents ici ce soir. Si vous êtes assez nombreux ce soir, c'est qu'il commence à y avoir un véritable intérêt et engouement pour le sujet de la décarbonation en santé. Et ça, c'est plutôt un signe très positif. Comme on fait une présentation un peu à la TED, je ne sais pas si on a le droit de citer la marque, un format dont je n'ai pas l'habitude, parce que d'habitude les conférences de recherche c'est plutôt des diaporamas assez denses et parfois même austères. J'ai décidé de vous raconter un petit peu l'histoire. Alors du coup j'avais mis une petite animation, ça n'aurait pas dû apparaître tout de suite, bon c'est pas grave, je remettrai à plus tard. Mes ambitions de graphiste PowerPoint. J'ai décidé de vous raconter un petit peu l'histoire de ce rapport sur la décarbonation des activités de santé. Au départ, en fait, ça vient d'un constat personnel que vous avez peut-être fait, vous, de votre côté, qui était cette prise de conscience des enjeux environnementaux et climatiques. Donc pour moi, ça s'est opéré à peu près il y a 7-8 ans, à l'époque où j'étais enceinte de mon petit garçon. Je faisais des allers-retours assez fréquents à l'hôpital. Et dans le même temps, par ailleurs, je sortais d'un postdoctorat à l'École centrale où j'avais travaillé sur l'ingénierie des systèmes complexes avec une partie de mes collègues. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose d'assez incohérent entre ce que je pouvais voir, notamment dans ces organisations de soins dans lesquelles je commençais à travailler, puisque j'allais intégrer le HESP. Et d'un autre côté, ce que j'avais appris des systèmes complexes et des systèmes soutenables. Et dans les dynamiques des systèmes, j'avais bien vu qu'il y avait une question d'approvisionnement qui devait être traitée, d'équilibre des systèmes, et surtout de ne pas dépasser un certain nombre de seuils, de limites, pour éviter que les systèmes ne s'écroulent sur eux-mêmes. Donc l'hôpital, comme je pouvais le voir, ou les organisations de santé, comme je pouvais le voir de mes yeux, des yeux de mes collègues, des yeux des élèves directeurs d'hôpital qui faisaient leur stage, des yeux de mes amis médecins, des yeux de ma sœur soignante infirmière, ne correspondaient effectivement pas à la définition
de ces environnements soutenables. Alors pourquoi? Peut-être que pour vous, un hôpital ou une organisation de santé, c'est un lieu de travail, un lieu de vie, éventuellement un lieu de négociation, dirait le sociologue Anselm Strauss. Et pour nous, qui avons décidé de regarder cette grosse machine à travers le microscope de l'empreinte carbone, c'est, animation, une machine à flux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une structure où vous allez avoir un certain nombre de flux, surtout dans les hôpitaux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui vont passer en permanence. Ça va être du personnel, ça va être des médecins, ça va être des usagers, des patients, ça va être aussi des flux de matière, des flux d'énergie, des flux de médicaments, de l'électricité par les réseaux, c'est aussi des flux qu'on va regarder. Ça va être des dispositifs médicaux, de l'alimentation, etc., etc., de la construction même. Et donc, on a regardé ce bilan carbone un petit peu à la loupe. Et au départ, on a constitué une équipe au début de janvier 2020 qui était constituée de personnes qui nous avaient contactés, qui avaient contacté l'association The Shift Project en disant « Voilà, moi je constate qu'il y a une incohérence entre ma pratique professionnelle et ce que vous dites au sujet de la décarbonation de l'économie. » Et donc, on a recruté comme ça, petit à petit, des médecins, des directeurs d'hôpital, des inspecteurs sanitaires, des soignants. Et on a commencé à monter ce groupe de travail. Mars 2020, nos collègues ont été quelque peu occupés par ailleurs pendant de nombreux mois, mais nous avons quand même pu sortir une première fiche en juillet 2020 sur ce sujet de l'impact carbone du secteur de la santé en se reposant notamment sur la littérature scientifique à ce moment-là. Et puis les mois ont passé, on a pu reprendre progressivement les activités. Et en fait, ce sujet de la décarbonation s'est inscrit dans un programme plus large qui s'appelait au sein du Shift Project le plan de transformation de l'économie française. On a décidé en fait que ce travail sur la décarbonation, en pleine crise sanitaire, ça devait être une opportunité pour l'association pour réfléchir plus largement à ce que serait un plan de transformation, des mesures qui pourraient être prises à l'échelle de la société entière pour décarboner l'économie. Pour rappel, les accords de Paris, c'est normalement moins 5% d'émissions carbone par an. Ce qui signifie qu'on doit avoir décarboné notre économie de 80% d'ici à 2050. Donc on peut se féliciter de l'avoir fait en 2020, mais c'est la première fois dans l'histoire où c'est arrivé, et bien entendu, on ne l'a pas fait exprès. Et ça, évidemment, c'est un problème. Donc, à la suite de ça, on a décidé de travailler activement sur cette question de l'empreinte carbone. On a fait beaucoup de recherches sur le sujet parce qu'on n'avait pas forcément de données. Et ça va être le deuxième élément que je voudrais discuter avec vous. Il y a une loi qui existe, qui est la loi Grenelle 2, qui normalement oblige les établissements de santé à publier leur bilan carbone, leur bilan de gaz à effet de serre, pardon. Vous allez voir qu'il y a une nuance. Et effectivement, il y a de nombreux établissements aujourd'hui qui ne le publient simplement pas parce qu'ils n'en voient peut-être pas l'intérêt, alors que c'est obligatoire. Et puis, par ailleurs, quand c'est publié souvent sur les bilans de gaz à effet de serre, les émissions qu'on va appeler directes. Or, dans le secteur de la santé, les émissions directes, c'est à peu près 15%. C'est la partie bleue. Donc, en fait, si vous regardez les émissions directes du secteur de la santé, vous allez vous soucier de 15% du problème du bilan carbone du secteur de la santé. Aujourd'hui, on a fait le calcul. Le bilan carbone du secteur de la santé, c'est à peu près 47 millions de tonnes équivalent CO2, soit environ 8% de l'empreinte nationale. Vous pouvez même retenir que c'est un peu plus que 47 millions de tonnes, mais on reste toujours à peu près 8%, parce qu'il y a quelques postes encore qui sont très difficiles à évaluer, comme par exemple, je ne sais pas, les voyages des médecins dans les congrès. Voilà. Donc, mais bon, on estime qu'on est à peu près autour de 50 millions. Retenez le chiffre de 50 millions. Donc voilà, et comment ça se répartit, cette empreinte carbone? Ça se répartit avec plus de 50% de ces émissions qui sont dues aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicamenteux. Donc ce n'est pas une surprise, mais néanmoins, de le savoir, ça change un petit peu la façon dont on aborde le sujet. Et on se dit qu'on va devoir aussi beaucoup collaborer dans ce travail de décarbonation des établissements et du système dans son ensemble. Après, vous allez avoir l'énergie directe qui va être consommée, qui va représenter 10 à 15%. Vous allez avoir les déplacements qui vont représenter 15 à 20% du personnel et des patients. Vous allez avoir l'alimentation qui sera autour de 6% de cette empreinte globale. Et puis, vous allez
trouver aussi les services et les déchets qui ensemble, le retraitement des déchets, qui ensemble sont à peu près à 2% de l'empreinte, et puis les gaz anesthésiants que vous connaissez très bien, qui sont un peu moins d'1% de l'empreinte carbone totale du secteur de la santé, ce qui représente quand même 200 000 tonnes équivalent CO2 chaque année. Donc effectivement, on a une urgence à agir, et donc ce qu'on propose, nous, dans le rapport, c'est des mesures par objectif. Donc on va regarder le diagnostic du bilan carbone du secteur de la santé et on va proposer une décarbonation par poste. Donc on aura des propositions sur les achats, on aura des propositions sur l'énergie, l'isolation des bâtiments aussi qui devient crucial, on aura des propositions sur l'alimentation, sur les déplacements, etc. Seulement voilà, quand on met bout à bout toutes ces propositions et qu'on regarde ce que ça donne, on se pose la question de se dire, quand on projette à 2050, est-ce qu'on arrive à notre objectif? Ça, c'était le deuxième objectif du rapport, c'était de dire, une fois que j'ai fait des propositions, maintenant je calcule et je regarde si mes propositions, elles ont un effet réel en termes de décarbonation et si je parviens à mes objectifs. Là, vous avez un petit comparatif entre l'empreinte actuelle, en 2020, ce qu'elle sera en 2050 avec les simples mesures de décarbonation et l'objectif qu'on doit normalement atteindre en 2050. Donc vous voyez qu'avec les mesures de décarbonation, on arrive à réduire quand même de 50% l'empreinte carbone du système de santé. C'est pas rien. Mais néanmoins, on n'est pas à moins 80%. On n'est pas à moins 80% parce qu'il y a des limites à l'optimisation et à ce qu'on peut faire. Et on n'est pas à moins 80% parce qu'en fait, toute notre société, et la santé en fait partie, est fondée sur un système qui est particulièrement gourmand en énergie et en ressources. Et l'optimisation, en fait, elle a ses limites. Donc ça, c'est un problème, mais c'est aussi une belle opportunité. Et c'est notamment une belle opportunité pour les acteurs du système de santé, parce que ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que le système de santé, en l'état actuel, il n'est pas soutenable. Et que même si on arrive à l'optimiser, il ne sera pas totalement soutenable. Une des raisons à cela, c'est qu'en fait, le système de santé, il est très orienté sur les pratiques curatives et peut-être pas assez sur les pratiques préventives ou sur la promotion de la santé. Et là, il y a un autre point qui est intéressant, et des mesures en ce sens ont été développées aussi dans le rapport, c'est qu'en fait, quand on regarde un petit peu à la loupe les mesures de décarbonation de la santé, et quand on regarde un petit peu à la loupe les mesures préventives en santé, on s'aperçoit que quand même, bien souvent, ça se rejoint. Par exemple, une alimentation moins carnée, c'est une alimentation qui est décarbonée et c'est plutôt une alimentation qui va être favorable à la santé. Le déploiement des mobilités douces, c'est des mobilités décarbonées et c'est plutôt des mobilités qui vont être en faveur d'une meilleure santé pour les individus. Il va y avoir également voilà, je ne sais plus, j'avais un autre exemple à l'esprit, mais il m'est sorti de la tête. Oui, tout ce qui va concerner l'isolation des bâtiments. Vous pouvez retrouver dans des situations où effectivement l'air ambiant, parce que le bâtiment va être mal isolé, sera délétère pour la santé des usagers ou des individus. Et là, c'est pareil, mieux isoler les bâtiments, c'est meilleur pour la santé d'une manière générale, et c'est aussi meilleur pour l'utilisation pour votre bilan carbone au total. Donc voilà, donc on s'aperçoit qu'en fait, il y a un vrai travail de fond à mener sur la partie préventive qui soit dans une logique transsectorielle. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir un secteur de la santé qui puisse parler davantage, notamment avec le ministère de la Transition écologique, et voir ce qui peut être mis en place à l'échelle nationale et à des échelles plus locales pour pouvoir en fait alléger la pression sur les services de santé. La question de la santé et la question des changements environnementaux et climatiques et de la décarbonation, en réalité, elle est au cœur de vos activités. Pourquoi? Parce que s'il y a un changement climatique important et des changements environnementaux importants, on l'a constaté avec la Covid-19, ça va retomber prioritairement sur les services de santé. Donc en fait, on a un intérêt particulier à se soucier de cette question-là quand on est dans le secteur de la santé. Néanmoins, des retours qu'on peut avoir sur le sujet, c'est oui, moi je veux bien faire une politique RSE et d'achat durable, mais en fait, est-ce que je le peux? Je suis dépendant de marchés publics, et puis c'est compliqué de faire passer des choses qui soient plus durables et plus chères en priorité. Et pour ça, en fait, on a besoin de discuter de ces éléments-là avec les décideurs et les institutionnels. Une question qu'on a posée dans le rapport, si on considère que le secteur de la santé est un paquebot, c'est est-ce qu'il y a un commandant ou une commandante dans le paquebot de la décarbonation de la santé? Bien aujourd'hui, on n'en est pas sûr.
On n'est pas sûr qu'on ait tous les interlocuteurs dont on a besoin pour traiter cette question-là à l'intérieur de ce secteur. Et ça aussi, c'est un point qui a été soulevé dans le rapport afin qu'on constitue des équipes d'experts, afin qu'on ait des interlocuteurs auprès du ministère pour accompagner les établissements plus fortement dans leur transition et dans leur décarbonation. Par ailleurs, cet accompagnement pourra aussi procéder de modèles de soins notamment, qui seront plus incitatifs. Et en raison de cette meilleure gouvernance, on espère qu'on aura également des modèles de financement qui pourront prendre en compte cet enjeu qu'est la décarbonation au sein du secteur de la santé. Donc il y a un enjeu pour le secteur de la santé à s'adapter aux évolutions environnementales et climatiques qui arrivent. Il y a un enjeu important parce que la priorité, ça va être de soigner les individus qui vont avoir des problèmes de santé liés à ces changements environnementaux. Le Lancet et puis de nombreuses revues médicales aujourd'hui le disent. Le climat, ça sera le problème de santé numéro 1 au XXIe siècle. Et puis, il y a un enjeu aussi à s'adapter parce qu'on a besoin de résilience. Et dans le secteur de la santé comme ailleurs, en fait, c'est la sobriété qui sera gage de résilience. C'est le fait de dépendre de chaînes d'approvisionnement moins complexes, de moins d'énergie à l'avenir, qui vous permettra aussi d'être plus résilient dans vos activités. En cela, il va falloir s'adapter. Donc, il va falloir changer aussi une partie des pratiques qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est pas simple. Mais attention, on va prêter attention à ce point-là. S'adapter à un modèle insoutenable, c'est pas du tout l'objectif qu'on a ici. Là, on va chercher à s'adapter pour justement faire la démonstration de ce que peut être un modèle soutenable. Un journaliste avait posé la question à l'anthropologue Margaret Mead de ce qu'était pour elle le premier signe de la civilisation. Alors on s'attendait à ce qu'elle réponde ça a été une construction, un artefact, je ne sais pas moi, un dessin quelconque. Et c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est un fémur cassé qui a été guéri. Pourquoi? Parce que dans la nature, quand vous avez une jambe cassée, si vous n'êtes pas soutenu par un groupe, vous mourrez. Le début de la civilisation, selon Margaret Mead, c'est quand des individus ont pris en charge une personne blessée et ont décidé de le soigner, de le mettre à l'abri, afin qu'il puisse continuer à faire partie du groupe et du groupe social. On sent bien là que la santé, elle est au cœur de nos sociétés et que donc pour développer des sociétés à l'avenir qui seront durables et résilientes, on a besoin également de construire un système de santé qui soit lui aussi sobre, durable et résilient. Donc je vous remercie. Et je laisse la parole à Olivier Thomas, je crois. T'as pas de questions? Bonjour. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité, parce que je suis tout simplement très très fier d'intervenir devant vous. Je vais vous expliquer à quel titre je suis là. Je suis très content parce qu'on est également très complémentaires avec Laurie. À quel titre je suis là? Parce que j'ai dirigé des établissements de santé pendant 20 ans. Ça a été mon métier. Et il y a 20 ans, j'ai essayé de faire en sorte de gérer les établissements dans lesquels j'étais, en prenant en considération l'ensemble des impacts que l'on générait dans un établissement de santé. Et Dieu sait s'il y en a. Et puis quelques années après, je me suis aperçu qu'on était un certain nombre en France, médecins, soignants, administratifs, à essayer de réfléchir justement à ces impacts. Et ça a été en 2005 la création du Comité pour le développement durable en santé. L'idée de base, c'était de dire on est tous en silo dans le monde de la santé. D'un côté, il y a les médecins, le sanitaire, le social, le médico-social, le public, le privé. Et en fait, personne ne se parle dans cet univers. C'est vrai que personne ne se parle. C'est très rare d'avoir des liens entre tous ces univers-là. Et donc, à l'époque, on s'est dit, on va essayer de mettre tout le monde autour de la table. Eh bien, c'est ce qu'on a fait très précisément en 2005. On était 25 au début, 25 directeurs d'établissement. Et on s'est dit, on va essayer de faire deux choses. Un, on va identifier les bonnes pratiques et les mutualiser. Et puis, on va essayer d'identifier les mauvaises pratiques et on va les dénoncer. Et c'est comme ça qu'à l'époque, on s'est amusé à essayer de dénoncer les mauvaises pratiques dans les maternités, sur certains cosmétiques qu'on distribuait dans nos fameuses mallettes roses, pleines de perturbateurs endocriniens. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Et puis en 2009, des établissements nous ont dit on va aller plus loin,
on veut essayer de mettre en place des formations, des audits, des scorings. Et là, j'ai créé une agence qui s'appelle Primum non nocere, du serment d'Hippocrate que vous connaissez tous très bien. Voilà comment le départ de cette histoire et pourquoi je suis là aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de vous raconter tout ce qui s'est passé sur ces 15-20 ans. Sur la première décennie, 2000-2010, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on abordait le sujet de la santé environnementale ou de la RSE, eh bien tout le monde a essayé de nous savonner la planche, au plus haut niveau. Ça a été vraiment une caricature. Que ce soit les fédérations professionnelles, les syndicats de médecins, tout le monde a essayé de nous savonner la planche. Et puis de 2010 à 2020, la décennie de laquelle on sort, on nous a demandé pourquoi. Pourquoi fallait-il agir ? Et maintenant, la grande nouveauté, et c'est ça la clé, et j'en suis ravi d'être devant vous avec cette nouvelle période, eh bien maintenant, on ne nous demande pas pourquoi, on nous demande comment. Et la solution est dans la salle, parce que vous faites partie de la génération qui allait mettre en œuvre eh bien, les nouveaux paradigmes dans ce monde et dans cet univers de la santé, du social et du médico-social. Alors Laurie vous a parlé de la décarbonation du secteur de la santé. En effet, il va falloir qu'on réduise notre empreinte carbone et vous l'avez vu, c'est pas simple. J'ai la réponse sur le commandant du paquebot décarbonation. Je la connais parfaitement, la réponse. Non, il n'y a pas de patron dans le cargo de la décarbonation. Mais pire, il n'y a pas de pilote dans le bateau santé en France. Il n'y en a pas. Et vous allez voir dans les mois qui viennent sur les présidentielles, il n'y a pas de programme sur la santé, il n'y a pas de programme sur l'écologie, il n'y a juste pas de pilote dans l'avion. Et ce qui est d'ailleurs très surprenant, et il faut qu'en tant que médecin de ces établissements, vous soyez conscient de ça, il n'y a même pas de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît même pas le tarif que vont pouvoir appliquer les établissements de santé à partir de janvier 2022. Puisqu'on n'a pas de tarif pluriannuel, on n'a pas de dispositif de santé qui soit financé avec un modèle économique fiable. Donc c'est ça, c'est ta conclusion quelque part, c'est qu'en effet, il va falloir inventer un autre modèle économique. Quand je vois qu'on est capable aujourd'hui de financer à milliards d'euros le fait d'aller sur Mars en 2050 et qu'on ne connaît pas le tarif de nos hôpitaux dans 3-4 mois, c'est quand même très inquiétant. Donc en effet, il n'y a pas de pilote. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Pour moi, il y a 3 grands axes dans les années à venir et on va avoir besoin de vous. Quand je dis vous, c'est l'ensemble du corps soignant, l'ensemble des médecins. Et vous êtes les anesthésistes, les premiers à vous être engagés il y a déjà des années. Je me rappelle dans les blocs, quand en 98, certains anesthésistes et chirurgiens m'ont dit on a envie de se former à l'hypnose ericksonienne. Au secours, en 98, quand vous parliez de ça, c'était à la limite d'avoir une inspection. On passait pour des gens issus d'une secte quand on parlait de ça. Et pourtant, en 98, des médecins se sont formés à l'hypnose ericksonienne et on a montré que dans les blocs opératoires, on arrivait grâce à de l'hypnosédation à réduire la quantité de produits d'anesthésie, à réduire les dispositifs médicaux, à réduire les durées d'hospitalisation et à améliorer le bien-être, notamment en chirurgie infantile des enfants. Génial, ça a commencé comme ça l'histoire un peu, pour nous, sur le sujet de la relation entre l'anesthésie et la RSE. Donc dans les grands enjeux, il y a la décarbonation. La décarbonation, ça veut dire qu'il va falloir, comme l'a cité Laurie, travailler sur nos achats et avoir de nouveaux critères de choix. Je sais que vous en avez. Vous avez déjà réduit, en utilisant certains gaz et en supprimant d'autres, presque d'un facteur 30 les émissions de gaz à effet de serre liées à vos gaz halogénés. Donc vous avez déjà agi. On peut aller plus loin sur une politique d'achat en comprenant la provenance des produits et puis en faisant une relation entre le terrain et les centrales d'achat. Un exemple. À chaque fois que je fais un audit dans un hôpital, je tombe sur des praticiens ou des infirmières qui me disent c'est quand même bizarre, dans mon set de Chirambu, j'ai 3 pinces à agrafe, j'en jette systématiquement 2, tous les jours. Et le fait que je ne sais pas où les mettre, je les mets dans les dasseries, à 800 € la tonne. Donc lorsque vous découvrez ça, ou les fameux hooks, Jeanne Muret, merci de m'avoir alerté là-dessus, tous ces dispositifs-là, eh bien, quand vous trouvez qu'un dispositif ne sert à rien, eh bien, il faut le faire remonter. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système de santé où vous avez dans des centrales d'achat des gens qui référencent des produits, et puis sur le terrain, des gens qui les utilisent. Mais hélas, il n'y a pas forcément de connexion entre les deux. Donc lorsque vous vous apercevez de dispositifs qui ne marchent pas, qui sont trop importants, ou des emballages primaires et secondaires qui sont colossaux, eh bien dites-le, faites une fiche d'événements indésirables et vous verrez que ça fera bouger les lignes. Donc sur la décarbonation, ok, on l'a compris, il va falloir avoir une politique d'achat, il va falloir gérer la mobilité, l'isolation des bâtiments, très bien. C'est presque le sujet le plus facile. Même s'il est très compliqué parce qu'il n'y a pas de pilote et qu'on n'a pas forcément les outils. Mais il y a un deuxième sujet qui nous concerne, c'est la dépollution du secteur de la santé. C'est marrant, on est bien plus polluant que l'industrie chimique. Et on n'a pas la conscience, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment dans la santé on n'a pas la conscience des pollutions qu'on génère. Je pourrais vous faire la soirée là-dessus. C'est énorme. Si vous mesurez la qualité de l'air intérieur dans un hôpital, au secours,
Nous, on fait des mesures de qualité d'air intérieur et de champ électromagnétique. La seule info que je peux vous donner, c'est qu'on ne peut pas publier les résultats. Sinon, ça serait droit de retrait. On est dans certaines pièces à 20 fois les valeurs limites d'exposition à la santé humaine sur les composés organiques volatiles, dont certains type formaldéhyde, benzène et autres. Donc dépolluer les secteurs de la santé, c'est véritablement une clé au niveau de notre politique d'achat, mais aussi au niveau de nos attitudes et de nos pratiques. Dépolluer, c'est aussi choisir des dispositifs médicaux, et ça c'est vous les prescripteurs, sans phtalate par exemple, ou sans perturbateurs endocriniens. Et ça, pour ça, il faut vous former. Il faut former les acheteurs, il faut que ça rentre dans vos formations. Dépolluer le secteur de la santé, c'est aussi intégrer l'indice PBT dans les médicaments. Qui connaît l'indice PBT des médicaments? Alors, il y en a bien un ou une. Merci. Eh bien, l'indice PBT, c'est absolument génial. Ce sont les Suédois qui ont inventé ça il y a déjà 20 ans. On est allé les filmer il y a 20 ans. Eh bien, ils ont inventé un scoring de l'impact environnemental des médicaments dans les excrétas humains et animaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les molécules médicamenteuses en Suède sont classées de 0 à 9 en fonction de la persistance, la bioaccumulation et la toxicité. Et bientôt, ça sera ma conclusion, avec l'impact carbone. Donc connaître l'indice PBT des médicaments, c'est une clé quand on est médecin, quand on prescrit, quand on est pharmacien, quand on délivre ou quand on substitue une molécule par une autre. Eh bien, amusez-vous à demander à votre pharmacien quel est l'indice PBT du médicament que vous m'avez donné. Et ça, c'est vraiment une clé. Donc dépolluer le secteur de la santé, c'est vraiment un des enjeux majeurs demain parce que nous générons, quelque part, nous fabriquons, nous participons à fabriquer les maladies de demain. Je vous engage à lire le rapport de l'Académie de médecine de décembre 2009 et le plus récent, celui de décembre 2019, où vous verrez la liste des médicaments, des molécules cytostatiques, les antiépileptiques, les œstrogènes que l'on retrouve dans l'eau de boisson en France. L'eau de boisson, c'est eau en bouteille ou eau du robinet. Parce que nos excrétas ne sont pas traités par les stations d'épuration dans notre pays, contrairement à la Suisse. Donc là, vous avez un rôle majeur dans les années à venir. Donc il y a bien sûr l'empreinte carbone, mais pas que. Il y a aussi cette logique de la dépollution. Parce que si chaque fois qu'on boit un thé, un café ou un verre d'eau, on boit des antiépileptiques ou des cytostatiques, je ne suis pas sûr que ce soit formidable. En plus, les technologies médicales changent. Regardez la chimio. Maintenant, la chimio, quand j'ai commencé mon job de directeur d'établissement de santé il y a 20 ans, la chimio, c'était des hospitalisations exclusivement. Maintenant, on est à 20% de chimio hospitalisés. Il y a plus que 20%, il y a plus à peu près 80% en ambu. Et puis demain, elle sera à 100% à domicile, la chimio. Quid des excrétas? Les excrétas, il faut avoir en tête que les excrétas animaux sont interdits. La chimiothérapie est interdite en ambulatoire chez les vétos. Je ne sais pas si vous le savez, c'est interdit depuis 2008. Tant les excrétas animaux sont chargés de molécules cytostatiques pendant 48 heures. Ça veut dire que logiquement, on doit traiter ça, sinon... Toujours pareil, ça part dans l'eau. Eh bien, ça veut dire que demain, dans cette logique de dépollution, il faudra intégrer, comme on récupère les déchets d'activité de soins à risque infectieux à domicile, de récupérer les excrétas. Il faudra en arriver jusque-là, sinon on aura de plus en plus de molécules CMR dans l'eau. Donc vous voyez que la dépollution, c'est un vrai sujet. Et puis il y a un troisième thème qui vous touche un peu plus loin, mais pour moi c'est la troisième clé dans notre système de santé, c'est de lutter contre la déforestation importée. Je ne sais pas si vous avez la conscience que, de par nos achats, on détruit 15 millions d'hectares de forêt par an. Et la France a la deuxième place dans le monde, après la Chine, sur l'impact sur la déforestation importée. Pardon, pas la France, l'Europe. Donc réduire la déforestation importée, ça veut dire avoir une politique d'achat qui maîtrise la totalité de ce que l'on achète pour ne pas lutter, ne pas détruire ces forêts. Quel est l'impact? Vous le connaissez mieux que moi. L'impact de ces forêts qu'on détruit, c'est derrière des animaux chargés de virus qui vont arriver, qui vont rencontrer des animaux domestiques, c'est zoonoses, épidémies, pandémies. C'est l'histoire qu'on est en train de vivre et il y en aura d'autres si on continue à détruire ces 15 millions d'hectares de forêt par an. Donc en résumé, demain nous aurons 3 objectifs majeurs dans nos établissements de santé. Participer à la décarbonation, participer à la dépollution et participer à la réduction de la déforestation importée. Et vous avez sur ces sujets-là un rôle très important. Enfin, ça c'est le constat. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Qu'est-ce qu'on peut essayer de proposer? Parce que c'est bien joli d'être dans l'intention, mais nous, notre objectif, c'est de passer de l'intention à l'action. C'est notre quotidien. Eh bien, on a décidé de fabriquer un outil. On était hier à la Direction Générale des Hôpitaux, de l'offre de soins, pour leur dire, eh bien, on a un besoin majeur, c'est qu'on n'arrive pas à calculer l'empreinte carbone de nos achats notamment. On n'y arrive pas parce que les bases de données n'existent pas. Si on veut décarboner le secteur de la santé, il faut déjà savoir combien on dépense, combien on consomme. On ne le sait pas en réalité. Parce qu'il y a des outils de mesure qui nous permettent de calculer les émissions de gaz à effet de serre sur les achats,
pour moi, sont tous faux. Ce sont des évaluations qui sont fausses. Donc en réalité, on ne sait pas. Eh bien, on va recopier le système du bâtiment et de l'immobilier que vous connaissez peut-être. Il y a une base de données dans l'immobilier qui donne la valeur carbone, l'analyse du cycle de vie de tout ce qu'il y a autour de nous. Le revêtement de sol, le faux plafond, les peintures, les menuiseries, tout. On est capable aujourd'hui de concevoir, d'éco-concevoir un bâtiment, un cabinet de consultation, en prenant en considération l'empreinte carbone, l'analyse du cycle de vie de tout ce qui compose un bâtiment. Et bien fin 2022, on va créer un outil qui va s'appeler l'empreinte santé, qui va permettre aux médecins, aux praticiens, aux équipes de faire de l'éco-conception des soins. L'éco-conception des soins, c'est mesurer l'ensemble des impacts que l'on génère par un soin ou un parcours de soins pour arriver derrière à prendre les bonnes décisions, pour éclairer la décision des praticiens, pour acheter des produits qui soient moins impactants en carbone, moins polluants et qui ne génèrent pas cette fameuse déforestation importée. Donc j'espère que votre génération, eh bien, vous serez au rendez-vous. On travaille déjà avec pas mal d'établissements dans la salle, que je salue au passage. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que pour moi, vous êtes la solution de demain. Et la solution, c'est pas eux, ils, les ARS, l'État, le pilote dans l'avion. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Et là, je suis arrivé à cette conclusion-là. Ça fait maintenant quasiment une trentaine d'années que je milite sur ces sujets-là, que ce soit la droite, la gauche. Il n'y en a jamais eu de pilote. Et donc, il n'y en aura pas. Je pense que vous verrez que dans quelques mois, quand vous verrez la nouvelle élection présidentielle et que vous verrez les nouvelles têtes arriver, vous verrez bien qu'il n'y aura pas de pilote dans l'avion sur ces sujets-là. Donc les pilotes, c'est vous. Les pilotes, c'est vous, et je pense que c'est même une chance de pouvoir vivre la décennie qu'on va vivre, même si elle est super anxiogène. Parce qu'elle l'est anxiogène. Cet été, quand on a vu les dômes de chaleur, la Sibérie en feu, la famine à Madagascar, tout ça, c'est super flippant, plus la Covid chez nous. Mais par contre, ce qui est très inspirant à mon sens, c'est que sur l'ensemble des sujets qu'on vient d'évoquer, Laurie et moi, sur l'ensemble des sujets, en réalité, on connaît des solutions et il y a des solutions quelque part dans le monde sur ces sujets-là. Elles existent. Donc si, dans votre profession, on donne envie d'agir, on transforme l'intention en action, et si on mutualise les bonnes pratiques, eh bien on va changer la donne, on changera de paradigme et on va vraiment changer de monde. Donc pour moi, la solution, c'est vous. Elle est dans la salle, c'est votre génération qui allait changer la donne parce que la nôtre de génération, ou la mienne, n'a pas réussi à le faire. Elle a juste réussi à faire un constat. Mais vous, je sais que vous êtes en capacité de passer à l'action. Donc on compte sur vous. Donc merci d'avance et rendez-vous en 2030. On aura peut-être l'occasion de se voir avant. Mais rendez-vous en 2030 parce que j'espère qu'on sera en capacité de se dire, si on se revoit, eh bien on a fait notre part. Merci.